Jazzom X sur Vibration Gay Radio. On va donc parler de ce groupe Envie. Et une première question, pourquoi la création d'un tel projet ? C'est quoi l'origine un petit peu de la création de ce projet ? Alors, c'est pas tout récent. Envie est assez récent puisque c'est un groupe qui existe depuis une année à peu près, un peu moins d'une année. Mais le projet existe depuis plus longtemps et il n'a pas été simple de le monter. Déjà parce que, comme vous le savez, un projet est viable dans la mesure où on peut trouver un peu d'argent pour le faire vivre. Et puis pour obtenir cet argent, ça a pris du temps. Parce que, vous le savez, les politiques ne sont pas très pressés ni vraiment très intéressés par ces questions-là. Ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est que avant, il existait un espace où on accueillait des personnes séropositives qui étaient organisées sous forme de séminaires 2 fois par année dans le canton des Grisons, je crois, dans un hôtel très beau, etc. On réunissait autant de personnes suisses-allemandes que de personnes romandes et on organisait des ateliers sur une durée de 2 ou 3 jours. Et puis un jour, ça s'est arrêté parce qu'il y a une personne qui a écrit un article très déplaisant dans la presse locale. Je vous laisse deviner de quel pôle politique cette personne faisait partie. Et du coup, l'OFSP était un peu secoué. Il y a eu des changements et le projet s'est arrêté tout simplement. Mais évidemment qu'en s'arrêtant, les besoins, eux, ne se sont pas arrêtés, au contraire. Et puis, il n'existait à peu près, je dis à peu près, parce qu'il y avait quand même des choses, je pense au groupe SIDA Genève, mais en tout cas sur le canton de Vaud, et puis pour l'Arc lémanique, il n'existait pas grand-chose, ce qui fait que les gens devaient aller à Genève, etc. C'était parfois un petit peu compliqué. Du coup, moi je suis infirmier au Checkpoint, et avec mes collègues, avec mon responsable, on a dit on pourrait retravailler sur la création d'un espace, d'un projet autour de la séropositivité. Et puis voilà, de fil en aiguille, le projet s'est créé et à l'époque s'appelait Queer Help. Help, au secours. Un peu comme moi dans chaque émission. Voilà. Il y avait un peu cet esprit comme ça qui a changé, avec David, on va vous expliquer tout ça tout à l'heure, mais où il y avait un besoin, il y avait des gens qui étaient dans la déprime, dans l'isolement, enfin dans toutes ces choses qu'on imagine par rapport à la séropositivité. Et puis du coup on a baptisé ce truc Queer Help. Et voilà, donc j'avais ce mandat-là qui correspond à quelques heures par semaine et je les utilisais à essayer de recruter des gens, à essayer de les localiser. J'en connaissais de par ma posture d'infirmier, de par le fait que je dépiste, j'annonce des résultats réactifs, etc. Mais j'étais souvent à mon téléphone, à prendre des rendez-vous, allez viens boire un pot, on va discuter de tout ça, etc. Et c'est là que j'ai compris à quel point il y avait une invisibilité des personnes qui sont concernées et pas toutes évidemment, puisque certaines en parlent aisément, etc. Mais beaucoup vivent justement dans l'invisibilité. Alors j'avais l'impression parfois de m'adresser à des fantômes et ces fantômes, je les sentais très intéressés par l'idée de ce projet, mais en même temps avec une difficulté d'oser faire le pas, d'oser prendre le risque d'y participer en venant à une réunion, etc. Alors la rencontre avec moi, ça se passait toujours très très bien, je sentais l'enthousiasme, etc. Et puis après, au rendez-vous qui était prévu pour la réunion, il y avait personne, ça arrivait. C'est difficile de faire le pas, en fait, pour ces gens ? C'est difficile, oui, c'est difficile. Et puis avec David, on en parlera. On va essayer de déplier tout ça. Mais ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on apparaît avec sa séropositivité, on prend le risque du rejet, on prend le risque de ne pas trouver de partenaire ou de compagnon, on prend le risque de perdre son job à la rigueur ou des choses comme ça qui sont juste épouvantables. Et il y a ces peurs qui sont encore actives. Alors quand je dis ces peurs, j'ai envie de préciser imaginaire ou réel. Imaginer ou réel, c'est peut-être vrai, mais pas toujours. On peut parler aussi du contexte. En ce moment, il y a l'avancée médicale. Ça veut dire que désormais, on peut baisser la charge, on baisse la charge virale jusqu'au seuil d'indétectabilité, comme tu l'as dit. J'ai eu un petit... Indétectabilité. Refais-le. Vous l'avez vu. Je peux le refaire. J'ai très bien compris. Oui, et ça, c'est une nouvelle qui n'est finalement pas tellement récente, puisqu'elle date de 1991, si je dis pas de bêtises, avec l'arrivée des antirétroviraux.
C'était un petit peu plus tard quand même, semble-t-il. 1998, Voilà. on a commencé Merci à beaucoup. parler d'indétectabilité vers 2006. Voilà, c'est ça. Merci pour la rectification. C'est quand même pas tout à fait récent. C'est quelque chose qu'on connaît depuis quelques années. Mais par contre, alors parlons déjà du principe. Le fait de prendre des antirétroviraux, donc des médicaments qui vont agir dans un organisme humain pour lutter contre le VIH, ces médicaments vont réduire ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la virémie, la quantité de virus par millilitre de sang, tellement considérablement que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, la personne va atteindre un seuil qu'on appelle d'indétectabilité. Et en fait, c'est le professeur Hirschel, avec son équipe, il n'était pas tout seul à l'hôpital universitaire de Genève, qui a écrit un article dans une revue spécialisée assez connue, en disant que les personnes concernées par le VIH, enfin les personnes touchées par le VIH, infectées par le VIH, ne transmettaient plus le VIH à leur partenaire lors de relations sexuelles, parce que justement cette charge virale était indétectable. Donc on était vraiment sur un zéro risque. Voilà. Mais cette idée, alors c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, cette idée a été rejetée, a été contestée, était absolument incompréhensible pour beaucoup de gens, parce que il y a encore des images, des souvenirs du VIH lorsqu'il tuait les gens, parlons franchement, avant l'apparition des antirétroviraux, lorsque le sida se déclarait, toutes ces images, toutes ces conceptions de l'infection étaient et sont encore actives aujourd'hui, et font que les personnes séropositives sont perçues d'une manière qui ne correspond pas à leur réalité. En même temps, on nous a tellement, à l'époque, quand j'étais gamin, jadis, en 90, on voyait justement, ils avaient sorti la BD Joe, entre autres, oui. Il y avait vraiment tout un matraquage, en fait. Dans les écoles, visuel c'est juste, et comment tu dis, d'écoute, de prévention et tout ça, comme quoi c'était vraiment, ça tue. Il faut faire attention, machin et tout ça. Puis on s'est fait, en fin de compte, au bout d'un moment, une image qui était totalement négative et qui nous faisait peur. Moi, je me rappelle. Et puis qui était bien ancrée en plus. Qui était très ancrée. Qui était Et puis moi, je me rappelle avoir eu peur de ça, vraiment Donc, du coup, cette image est, comme tu le disais, encore active. Ouais. Et les gens ont de la peine à passer le cap, puisqu'il y a eu ce matraquage avant. Pendant toutes ces années 90, des médias et vous vous tout, souvenez de la pub Benetton par exemple, où on voyait une famille au chevet de leur fils qui était en train de mourir du sida, et moi je me souviens très bien, on peut encore la trouver sur internet cette affiche, je me souviens plus. et elle a vraiment marqué la mémoire, ouais. on parlait de traces tout à l'heure avec toi, ce sont des traces qui restent et qui sont encore actives et qui péjorent la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH. Et donc désormais il y a il y a toujours on parle de sérophobie aussi. On parlait tout à l'heure donc de cette crainte. Et puis donc c'est un petit peu il faut changer cette vision, c'est ça? C'est ça, ce paradigme, comme tu dis. Et alors, après, David va en parler, c'est un petit peu ce qui s'est passé au sein du groupe Envie. C'est-à-dire que nous-mêmes, créateurs de ce groupe, le Queer Help, renforçait encore cette image que c'est difficile de vivre avec la séropositivité, etc. Ce que l'on ne conteste pas. Oui, parfois c'est difficile, mais en même temps, lorsqu'on vit avec le VIH, on peut avoir une vie tout à fait normal, je dirais, encore que j'aime pas trop ce mot normal, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas. Tout à fait. Avec une normalité, avec une vie belle, dans un sens. Je sais pas, moi j'ai déjà eu l'occasion. Une vie sans plus d'incidence. Oui, voilà. Mais c'est simplement sans plus d'incidence. Ouais, la réalité de vie, c'est un cachet par jour et 2 prises de sang par année. Donc c'est une réalité. Il y en a qui prennent plus de cachets pour une grippe. Il y en a qui prennent plus de cachets pour essayer de perdre du poids aussi. Oui, c'est vrai. Ou ils prendraient des produits pour éviter la chute de cheveux. Ou pour avoir des érections. Enfin voilà. Et donc on parle de Queer Help, mais comment on est arrivé à Envie? Alors, l'évolution ensuite. David va nous aiguiller. Ouais.
Courel, j'avoue qu'au courant d'une soirée, je me suis permis de relever que je trouvais relativement prétentieux de la part des institutions de s'imaginer qu'on ait besoin de leur aide. Ensuite, Envie est venue dans une suite de jeux de mots entre les différents participants où en fait, c'était envie de vie, envie d'avoir envie. Et puis, ouais, les gars, ce soir, moi aussi, j'ai envie. Ouais. Voilà. Mais c'est joli parce qu'en fait, on peut pas le voir à la radio, mais c'est aussi dans l'écriture qu'il est intéressant ce mot envie. Alors, savoir envie, ENVIH, et effectivement, vous avez la symbolique du ruban rouge qui se détache, en fait. Quelque part, c'est aussi une manière pour nous de nous libérer de cette lutte contre le sida, de cette prévention visuel, par la vraiment. peur à défaut d'une prévention par l'éducation dont nous, personnes séropositives, sommes les dommages collatéraux. Comprenez bien qu'à chaque fois que je rencontre un partenaire, c'est à moi qu'il appartient d'aller le chercher en 1996 pour le ramener en 2016. Voilà. Ça, c'est justement, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. C'est tout ce problème de sérophobie. Donc la plupart des gens, ils sont quand même encore coincés dans ces années 80, en effet. Donc, alors, j'attire peut-être ton attention sur la première des sérophobies contre laquelle nous avons à lutter, contre laquelle nous souhaitons lutter auprès d'Envie, c'est celle qu'on intériorise dès les premières minutes qui suivent l'annonce de notre test. Ça, c'était déjà un point important, j'ai l'impression. Parce que comprenez bien que moi, dès que j'ai appris ma séropositivité le 9 mai 2009 à 17h30, juste pour situer, parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après, cette date restera fixée dans ma vie. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est le visage de l'acteur américain Tom Hanks dans les 10 dernières minutes du film Philadelphia. Ce film remonte de 1993. Ce qui veut dire qu'en 2009, ma représentation d'une personne séropositive datait de 1993. J'invite ici, j'aime bien faire ce petit quiz. Pouvez-vous me citer aujourd'hui une personnalité célèbre qui puisse être ma figure d'identification positive vivante? Ouais, il faut chercher. Alors comprenez bien que dans cette communauté, on a une Lady Gaga qui vient nous chanter Born This Way à nos oreilles quand on se découvre une personne homosexuelle. On a un président Obama qui vient vous dire It's get better sur Internet. Nous, quand on se découvre une personne séropositive, on est tout seul. Ouais. Moi, en 2009, dans mon entourage, je connaissais personne qui était porteur de ce virus. Je me suis retrouvé tout seul. Et en plus de ça, on imagine que quand on apprend ça, il y aura de l'accompagnement, les gens seront là, mais en fait, c'est pas le cas. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est qu'en 2009, j'avais un médecin généraliste, j'avais un infectiologue, j'avais un psychiatre qui me suivait. Tout le monde a été unanime pour m'inviter à rentrer dans le silence, brandissant de vieux spectres éculés, en me disant de faire très attention pour ma carrière professionnelle, pour ma vie intime, pour ma vie avec mes proches. La première année, je l'ai vécu dans le cauchemar, dans une forme de paranoïa, la paranoïa de perte de possession de l'information. Pouvoir être toi-même à chaque instant. J'en étais au point de ne pas parler à certaines personnes parce que je les estimais pas suffisamment de confiance, alors que je les connaissais depuis plus de 15 ans. Mais que je savais que le samedi soir, avec un coup dans l'aile, ils avaient souvent la mauvaise tendance d'ouvrir un petit peu trop leur bouche. Et ça, c'est le genre de réalité. Il m'a fallu attendre une année la rencontre d'un père, une personne séropositive, infectée depuis le début des années 90, qui lui m'a pas expliqué la théorie, lui m'a montré la pratique. Il m'a montré le quotidien de vie, de 20 ans de vie avec le VIH d'ailleurs. Et effectivement, de tous les acteurs médicaux que j'avais autour de moi, ma figure d'identification positive, ça a été ce garçon. Et c'est lui qui m'a permis, et c'est grâce à lui d'ailleurs si ce soir je suis devant vous en train de parler. Ouais, d'où l'importance d'un groupe et de personnes qui puissent échanger, se rencontrer, d'où l'importance d'Envie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et ce que j'ai envie de préciser aussi par rapport à ta question sur pourquoi Envie, comment on a changé, etc., c'est que le fait de trouver un autre nom, un autre déterminant pour ce groupe a complètement changé la vision que nous avions, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces séminaires qu'on faisait dans le canton d'Appenzell, je crois, c'était essentiellement des professionnels de la santé comme moi ou d'autres ou du social qui donnait ces ateliers et qui partait de ce principe que la personne qui vit avec le VIH, elle doit entendre parler de l'effet des traitements, qu'elle sera angoissée, qu'elle aura de la peine à dormir. C'est très médical finalement. C'était médical justement. Et puis le fait de donner ce nom Envie, ça change vraiment la donne parce que ça n'empêche pas que ça puisse être médical par moment. D'ailleurs, nous avons invité prochainement
temps un médecin qui va nous parler de l'effet des traitements, comment ils agissent, etc. C'est pas des sujets qu'on écarte, pas du tout, mais c'est de voir que il y a aussi autre chose qui est actif et qui, comme je le disais tout à l'heure, est même pénible par rapport à la réalité de le VIH, c'est que les gens ont ces idées du passé et que l'idée, c'est vraiment envie de dire, mais nous allons rester en vie même avec le VIH. Si on a un diabète, par exemple, qui est aussi, on va dire, c'est pas une infection, c'est une maladie chronique, c'est aussi une maladie avec laquelle on reste en vie si on prend des médicaments, etc., etc. Donc, elles sont pas sur le même registre, et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a toute une stigmatisation déjà qui est en lien avec, on pourrait le dire, hein, l'homosexualité, nos pratiques sexuelles, etc., etc. Et ce fait qu'il y a comme une espèce de jugement. Voilà ce que je pense profondément. Oui. Mais il y a quelque chose que je vais peut-être poser une question de manière totalement un peu décalée. On parle là vraiment d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des personnes trans. Ça veut dire que il y a d'autres choses qui sont mises en place pour les personnes hétérosexuelles, par exemple, mais il n'y avait rien pour les personnes qui ont des rapports, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des personnes trans, ou bien les personnes qui ont des rapports sexuels avec des hommes sont délaissées, c'est ça? Des hommes qui ont... Alors, si j'ai bien compris ta question, il y a d'autres espaces comme SIDAction, par exemple, ou d'autres organismes qui suivent, qui organisent des choses pour les personnes séropositives. Mais encore une fois, il y avait Groupe SIDA Genève qui accueillait ces personnes séropositives, HSH, hommes qui pratiquent le sexe avec des hommes et trans, et puis à Lausanne, pour le Jura, pour Fribourg, pour Neuchâtel et le Valais, il y avait rien. Voilà, il y avait rien. Mais il n'y a pas ça veut dire de super groupe, super association qui regroupe vraiment tous les séropositifs. J'imagine de toute façon les préoccupations sont pas les mêmes de toute façon. Non, pas pour l'instant en tout cas, ça n'existe pas. D'accord, très bien. Nous sommes avec dans cette émission Chromosomix avec David, mais aussi avec Eric. David, il est secrétaire à Voguet, et puis Eric est coordinateur du projet En Vie et animateur du groupe de parole. On a donc déjà eu l'occasion d'évoquer le parcours de ce projet dans une première partie, et là on s'est dit qu'on voulait quand même s'arrêter peut-être à nouveau sur certaines définitions, parce que c'est peut-être important de les rappeler, notamment sur VIH, SIDA, maladie, infection, enfin bref, il y a différents paramètres peut-être qu'il faut rappeler, parce que ça on le rappelle jamais assez, je crois, en tous les cas, hein, ça c'est clair. Par exemple David ou l'un ou l'autre, j'ai vu qu'ils se faisaient des politesses l'un après l'autre. Ils sont mignons. Alors je propose... De quoi on parle quand on parle de VIH, par exemple? Alors, de VIH, c'est le nom qu'on a donné au virus. Et puis, il y a surtout une confusion qu'il ne faut pas faire, parce que cette confusion, elle péjore la vie des personnes, elle ne correspond pas à la réalité. C'est que si on s'infecte avec le VIH, le premier point, c'est qu'on n'est pas malade. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, je me suis infecté avec le VIH, j'ai le sida. Ce sont deux choses différentes. Elles sont liées, évidemment. Mais le VIH, c'est le virus qui rentre dans l'organisme d'une personne. Et puis, le sida, c'est la déclaration de la maladie qu'on appelle... syndrome d'immunodéficience acquise, et qui fait référence à un état dégénératif du système immunitaire. Voilà. Mais on ne meurt pas médecin. On ne meurt pas du sida non plus après. Comment ? On meurt d'une infection. On meurt pas du sida, on meurt d'autres maladies. On meurt pas du VIH, mais on meurt de l'épuisement du système immunitaire. Voilà, exactement. Et en fait, ça se passe comme ça. Le VIH, il rentre dans l'organisme d'une personne, comme on le sait par le sperme, par le sang, et puis il va s'introduire dans les cellules de cette personne, et il va utiliser, il est très rusé, même si c'est un mécanisme assez simple, il va utiliser le patrimoine génétique de cette cellule pour se reproduire, pour se multiplier. Et une fois qu'il est créé, il va sortir de la cellule, coloniser une autre cellule, etc. Et puis le corps, il réagit face à cette agression, c'est-à-dire que on dispose d'un
système immunitaire sous forme de cellules, des globules blancs, etc. Et il y en a certaines qui s'appellent des CD4. Et ces CD4 vont se multiplier justement, et au début de l'infection, en général après 20-25 jours, ce sont des statistiques, il y a tellement de CD4 dans l'organisme que le VIH va battre un petit peu de l'aile, c'est-à-dire que il va diminuer dans l'organisme d'une personne. Et c'est ce moment où il y a le plus de VIH dans le sang, dans le sperme d'une personne, que la personne est infectante pour d'autres. Si elle a des rapports sexuels non protégés, pendant cette période de primo-infection, on l'appelle comme ça, elle risque d'infecter quelqu'un, notamment lors de la pénétration anale sans préservatif ou lors de rupture de préservatif, lorsqu'il y a un contact entre deux muqueuses, c'est-à-dire ou entre du sperme et la muqueuse anale de la personne. C'est vraiment le lieu d'élection de l'infection. Alors je tiens à préciser que la fellation, par exemple, faire une pipe à quelqu'un, ça n'est pas un risque. Même si cette personne, elle est en période de primo-infection, il y a très peu de risques pour qu'elle s'infecte. On pourrait parler d'un risque hypothétique. D'accord. Par contre, s'il y a présence de sperme dans la bouche, il se pourrait aussi, mais c'est très rare, que la personne s'infecte. Il faudrait certaines conditions. Il faudrait qu'une des personnes soit en phase 1 de primo-infection et que l'autre, je donne toujours cette image qui est un peu bête, mais sortir de chez le dentiste, je viens de me faire arracher 4 dents de sagesse, ma bouche n'est plus qu'une plaie, etc. Et peut-être que dans ces conditions, par ce moyen, présence de sperme dans la bouche, il y aurait une infection. Mais ce qui reste le mode d'infection le plus important, c'est lors d'une pénétration anale sans préservatif ou lorsqu'il y a une rupture de préservatif. Et après, on peut rajouter lorsqu'il y a des transfusions de sang, des choses comme ça. Mais là, ça couvre un domaine beaucoup plus large que celui de la sexualité. Donc voilà pour la partie un petit peu plus il fallait donc technique. Je veux juste encore rajouter, parce que j'ai pas été suffisamment percutant, mais lorsqu'on a été infecté par le VIH, on n'est pas malade, on est porteur du VIH. Et on est infectant pour les autres dans cette période que je viens de citer, la primo-infection. Séropositif, c'est pour ça qu'on dit séropositif. C'est ça, c'est ça. Comme tu es, comme je suis, comme nous sommes séropositifs à d'autres choses. Oui. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, à la tuberculose, etc., à la syphilis et à d'autres choses. Donc dire que quelqu'un est séropositif, tout le monde est séropositif. Donc c'est pour ça maintenant qu'on peut revenir. Merci de la précision. Oui, c'est la première fois que j'entends ça comme ça. Et qu'on peut revenir sur le sujet du projet Envie, avec notamment quand on parle de cette sérophobie, c'est drôle maintenant de parler séropositivité et ensuite sérophobie, en fait de cette phobie des personnes qui ont donc le VIH finalement, qui même si bien sûr sous traitement, donc on parle de cette notion d'indétectabilité. Voilà, cette fois je l'ai réussi. Bravo. Bravo. Bon, il faut dire qu'il s'entraînait toute la pause. Oui, je me suis entraîné toute la pause. Mais le plus important, ça n'est pas de savoir le dire, c'est de le croire. Voilà, c'est et de le comprendre croire et de le aussi. comprendre. Et de le comprendre. C'est deux choses. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est bien pratique. Non, c'est pour dire que finalement, quand on connaît finalement les termes un peu techniques, et comme Eric vient de nous en parler, cette sérophobie finalement ne doit plus exister, mais elle existe toujours. C'est pour ça que ce groupe Envie existe. Comment par exemple dans ce groupe vous abordez cette question. Je pense que vous parlez assez régulièrement du regard des autres. Oui, on avait commencé par le regard de soi-même. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le regard de l'extérieur. Bien sûr, après il y a le regard des autres. Parce qu'à savoir que moi, à l'heure actuelle, la sérophobie intériorisée, j'ai bien travaillé dessus. Notamment avec cette personne que tu as pu rencontrer. Oui, et également par rapport à mes rencontres que je fais au sein du groupe Envie. Je prends toujours l'exemple, j'ai témoigné de manière anonyme avec ma voix camouflée sur René FM à l'occasion du 1er décembre l'année passée. Oui. Cette année, à l'occasion du 1er décembre, je témoigne à visage découvert au 19h30 de la RTS. Cette évolution-là, c'est à ça que ça sert Envie. Envie, ça me permet de me confronter à des personnes dans la même situation que moi, de remettre en question mes réalités, simplement sur la base des témoignages des autres personnes en face. Dans la notion de la sérophobie, effectivement, on l'a tous vécu, la sérophobie.
Et c'est sur la base des témoignages des uns et des autres. Mais la sérophobie, on la vit dans le milieu médical. On ne la vit pas uniquement que au creux de notre lit, en fait. Oui, bien sûr. On la vit dans le milieu professionnel. On la vit au prix des proches. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on la vit encore à l'heure actuelle bien souvent dans le milieu médical également. Ouais. Ça se traduit comment? Ça se voit sur le visage, c'est ça? Mais la sérophobie, c'est simplement, prenons un exemple concret, un patient en soins intensifs au CHUV qui se retrouve dans une pièce avec 5 autres patients, avec un personnel de soins qui vient en disant « Bah alors monsieur, vous auriez pu nous dire que vous étiez séropositif, on aurait mis des gants ». À haute voix devant les autres patients qui sont à côté. C'est typiquement de la sérophobie. Elle n'est pas respectée. Et les savoir que la sérophobie, savoir et ils pourraient avoir peur aussi. Parce que la sérophobie, elle se limite pas uniquement au fait d'avoir peur. Parler du statut sérologique présumé d'une tierce personne, c'est de la sérophobie. Ouais. Le même exemple. Moi, je prends toujours l'exemple de la sérophobie intériorisée. Avant de passer au 1930 de la RTS, la première chose que j'ai souhaité faire valider, c'est avec mon copain. De savoir si lui, il était prêt à assumer le fait d'être potentiellement une personne séropositive aux yeux de la communauté. Oui, c'est vrai, parce que ça, les idées vont vite. Mais parce qu'avec un profil comme le mien, vous comprenez bien qu'en Suisse romande, on n'est pas 10, on n'est pas 5, on n'est pas 3 à faire preuve de visibilité comme je le fais. Il est facile pour une personne qui m'a vu au 19-30 de me voir avec mon copain et partir de la présupposition que du fait que je suis à ce point-là visible, je ne peux être qu'avec une personne séropositive qui a le même niveau de visibilité que moi. Alors j'invite les gens à se montrer un peu plus intelligents que ça. Voilà, c'est comme à l'époque, nous, quand on faisait notre coming out et puis qu'on se promenait dans la rue avec notre meilleure amie, elle disait elle se promène avec sa copine. C'est que si elle se promène avec, c'est forcément sa petite amie ou comme vous. Les gens font vite des raccourcis. Ouais, mais attention, ça, ce sont des raccourcis. Quelque part, les gens font vite des raccourcis, mais là, à l'heure actuelle, avec mon partenaire, on n'a pas été confronté à cette forme de sérophobie. Cette sérophobie, c'est moi qui la crains parce que c'est moi qui, quelque part, c'est moi qui prend les devants par rapport au potentiel risque de sérophobie. Et c'est là que je parle de sérophobie intériorisée. Ah oui, parce que j'estime que je devrais pas avoir besoin de négocier ça avec mon partenaire. Ça devrait se faire tout naturellement. Exactement. Mais c'est peut-être aussi une forme de respect. Ah, bien sûr. Envers la personne, ça c'est sûr. Oui. Mais par contre, alors une question peut-être un peu bête, mais qu'est-ce qui est bien? Il faut en parler. C'est la visibilité est bien. Alors ça, j'ai envie de me baser sur une soirée que nous avons passée avec les participants d'Envie à parler de l'annonce aux partenaires. Voilà. Je crois qu'on était 8 participants à cette soirée-là. On a eu 8 versions différentes avec 8 avis différents et surtout 8 personnes qui étaient absolument pas d'accord les unes avec les autres. Faut bien comprendre que moi, je ne peux que parler de mon propre vécu et mon propre témoignage. Mais je pense que c'est la même chose que pour l'orientation sexuelle. Dans la mesure où j'estime qu'il existe autant de formes de vivre son homosexualité qu'il existe de personnes homosexuelles. Il existe autant de formes de vivre sa séropositivité qu'il existe de personnes séropositives. Moi, il y a des personnes qui comprennent pas mon engagement et ma visibilité, qui trouvent même ça quelque part absurde et ne voient pas le sens à cet engagement au sein même de ma propre communauté. Je rencontre énormément de personnes séropositives, même en dehors du groupe d'Envie. Et certaines ne le comprennent pas, d'autres admirent mon courage, mais m'avouent ne pas oser faire ce pas-là non plus. Après, comme j'aime toujours à dire, c'est une question de cheminement personnel qui mène à l'acceptation de son statut. Moi, j'invite personne à finir au 19-30 de la RTS pour parler de sa séropositivité. J'invite les gens à faire leur cheminement personnel qui mène à cette acceptation-là. Si cette acceptation-là doit passer par une visibilité comme moi j'ai dû passer par cette forme de visibilité-là, je les invite à le faire. Mais c'est de nouveau, chaque fois, et moi chaque fois que je rencontre une personne séropositive, je lui dis toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Penser en jeu. Est-ce que pour toi, c'est à ce point-là insupportable de vivre dans l'isolement et dans le silence? Oui, non. Alors pense en jeu. Ce n'est pas aux institutions, ce n'est pas aux associations, ce n'est pas aux médecins, ce n'est pas à te dire ce que tu dois faire. Moi, c'est juste, ouais, c'est vrai. Ça m'amène à dire quelque chose que j'entends de David et qui me paraît extrêmement important, c'est que on pourrait dire les choses comme ça, c'est un peu gonflé, mais ça fait rien. Ça n'est pas être séropositif le problème. Le problème, c'est le regard que les autres ont sur la séropositivité. Ouais. On pourrait dire la même chose à propos de l'homosexualité.
Oui, c'est la même chose. Et puis, donc, le concept d'envie, c'est justement d'essayer de changer ce regard, plutôt que de changer la personne séropositive. Et je pense que l'un découlera de l'autre, c'est-à-dire que quand les choses se seront un peu détendues autour de ce sujet, et puis qu'il y aura une véritable connaissance de ce que c'est que d'être séropositif, qu'on pourra accueillir les personnes séropositives comme toute autre personne, les personnes concernés s'accorderont ce droit de ne plus prendre le risque de paraître, mais de paraître tout simplement comme vous et moi, comme n'importe qui. Bah, finalement, on revient au grand thème, c'est le manque de connaissances finalement. Quand c'est il y a le une manque peur, de connaissances. il y a toujours un manque de connaissances. Je pense qu'il y a un manque de connaissances vers l'extérieur, mais je pense aussi qu'il y a un manque de connaissances à l'intérieur. Des personnes nouvellement infectées comme des personnes, là j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête d'un témoignage d'une personne qui vit avec le VIH depuis 12 ans. Cette personne pense, quand elle a la grippe ou quand elle tombe malade d'une quelconque manière, qu'elle redevient infectieuse. Ok. Elle est encore dans ses idées de se dire mon système immunitaire est attaqué par la grippe, alors je suis plus faible, donc potentiellement mon virus va revenir en place, ce qui est absolument faux. Alors ça fait il y a un 12 ans, problème 12 ans, aussi ouais. de communication entre le Mais corps ce sont médical et... Mais c'est aussi ses propres croyances. Hein. Parce Ouais. que moi, quelque part, l'indétectabilité, hein, le fait d'avoir un rapport non protégé avec une personne séronégative, hein, dans ma situation, et de potentiellement, enfin, quelque part, qu'il soit potentiellement en contact avec mon sperme. Alors, si ça peut inquiéter les personnes séronégatives, comprenez bien que ça inquiète aussi les personnes séropositives. Parce que si vous êtes inquiété de l'infection, on est inquiété de la culpabilité de vous avoir infecté. C'est ça. Et ça aussi, c'est un point qui est souvent important dans cette notion-là. Moi, l'indétectabilité, je l'ai pas accueilli bras ouverts. Hein. C'est quelque chose qui est pas facile à déconstruire. Moi, ça va faire quoi? Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, qu'on me dit que si on est séropositif, on doit surtout pas avoir un rapport non protégé parce qu'on risque d'infecter le partenaire et on risque de lui faire. Et moi, je vous le dis sincèrement, j'ai la grande chance de savoir qui est la personne qui m'a infecté. Mais j'ai encore plus de chance, celle de savoir que je n'ai infecté personne. Ouais. Surtout ça. Ouais. Surtout ça. Et que ce point-là, je ne souhaite en aucun cas le remettre en question, parce que je dis sincèrement, je ne sais pas comment je vivrai au quotidien. L'idée de faire subir les souffrances que moi-même j'ai subies dans ma propre expérience de vie avec ce virus. En tout cas, dans ma pratique d'infirmier, et d'infirmier conseiller en santé sexuelle, c'est-à-dire amené à dépister des personnes à partir de tests, c'est exactement ce que vient de dire David, que j'entends la plupart du temps. Il y a le fait que je suis infecté, mais ma peur, c'est celle d'avoir infecté quelqu'un. Je connais une personne parce que je suis en contact avec pas mal de monde par rapport à ce groupe Envie, justement, pour mobiliser des personnes pour y participer. Je suis en contact régulièrement avec une personne que j'avais dépistée il y a un peu plus d'une année, et cette personne est médecin. Et je la vois de temps en temps parce qu'elle n'a pas fait le pas. D'ailleurs, si elle m'entend à cette antenne, je l'encourage à venir vers nous, à venir dans ce groupe. Elle me racontait il y a pas longtemps, autour d'un café, que depuis qu'elle sait qu'elle est séropositive, elle ne porte plus une paire de gants en caoutchouc, mais elle en porte 3 par rapport à la peur d'infecter quelqu'un. Alors que c'est complètement irrationnel. Mais cette irrationalité, chez une personne qui a un esprit scientifique, etc., ça ne passe pas. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, que ça l'oblige encore à mettre 3 paires de gants. Ça devient presque une maladie aussi psychique, un peu de... En tout cas, il y a probablement un mécanisme psychologique qui doit se mettre en place. Hein. Je ne sais pas comment le déterminer, comment le décrire. J'en serais incapable, mais probablement qu'il y a un système défensif et puis que l'idée d'infecter quelqu'un est tellement insupportable que on en arrive à des mesures qui finalement ne servent à rien. On devient paranoïaque en fait. Oui, complètement. Moi, je prends aussi ta conversation et puis je vais faire le contre-pied. C'est que je travaille aussi dans le médical, en milieu chirurgical. Et on a aussi actuellement des chirurgiens ou des jeunes chirurgiens qui, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore assez au point sur cette maladie, sur ces infections. Oui. Et quand ils voient sur un dossier un patient qui vient juste faire un truc, une petite crouillerie, comme on appelle ça, où il n'y a même pas forcément de contact avec le sang, ils mettent des gants, des doubles bonnets, des lunettes,
beaucoup, c'est très exagéré et tu vois que finalement ils ont cette peur aussi, peut-être pas de la maladie mais de la personne ou ça devient presque affolant. T'as presque envie de rire quoi. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure David. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'amuse toujours de prendre comme exemple, je suis recouvert de tatouages. Je me fais tatouer en Valais, ici à Sion, dans un studio de tatouage. La première fois que j'y suis allé, j'ai fait mon coming out sérologique. Je pars toujours du principe, du moment où il y a une interaction avec mon sang, je fais mon coming out. Ça me paraît logique. Et mon tatoueur m'a regardé puis m'a fait, mais bon, t'es sous traitement, t'es indétectable. Oui. Alors je risque rien. Alors il est où le problème? Il est bien plus. Ouais, mais pourquoi il est bien plus informé? Parce que peut-être que dans les années 90, il y a eu quand même des rumeurs qui ont tourné que le sida s'attrapait dans les studios de tatouage et qu'ils ont été obligés de se former sur cette thématique-là. Et moi, ça me fait quand même rire que mon tatoueur est plus informé sur la thématique que certains médecins que j'ai pu rencontrer. Clairement. Dont un dermatologue sur la ville de Sion qui s'est permis, suite à un impétigo, de poser le diagnostic d'un sida déclaré alors que j'avais 850 CD4 et que j'étais indétectable. Comprenez que même à ma position, qu'une blouse blanche pose le diagnostic d'un sida déclaré en face de moi, j'en ai pleuré toute une nuit. D'ailleurs, c'est grave ça. Ouais, tout à fait, c'est très grave. Ça m'amène à continuer sur ta lancée par rapport au milieu médical et la perception du VIH que nous en avons. C'est, je dirais prioritairement, à ce niveau-là qu'il faut travailler pour rétablir la réalité. Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas si longtemps il y a quelques années, il était hospitalisé pour une raison X, je ne sais plus. Il avait une plaquette sur son lit où c'était marqué séropositif. C'était en Suisse romande. C'était en Suisse romande. On a parlé des paires de gants, on a parlé de la peur et des infirmières, de la peur des médecins et de la méconnaissance. Normalement, en milieu hospitalier, on n'aurait même pas le droit de voir, mis à part en chirurgie, mais on n'aurait pas le droit d'avoir le nom du patient avec le terme VIH à côté. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est la protection des données, ouais. Si on va plus loin, moi, je trouve ça très intéressant à regarder parce que ce sont des mécanismes qu'on connaît puis qui se remettent en place régulièrement. C'est que le sida, je parle vraiment du sida dans les années 80, est une maladie lorsqu'il se déclare. Et que lorsque les gens étaient concernés, c'était la première fois que des gays, des homosexuels se présentaient à l'hôpital pour parler de leur comportement sexuel. Imaginez la réaction du monde médical qui n'avait pas du tout l'habitude d'aborder cette question, qui n'était pas formé, etc., etc. Donc ça a créé beaucoup de jugements, beaucoup de peur surtout, mais beaucoup de jugements aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé des centres spécialisés. Je pourrais parler du Checkpoint, parce que les gays se sont fédérés, je pourrais dire ça comme ça, se sont solidarisés pour créer des structures pour pouvoir accueillir des personnes concernées avec le non-jugement, avec le respect, en leur donnant la possibilité de se rétracter, en leur donnant, en ne les mettant pas en face de l'obligation de se faire dépister. Ça, ce sont les gays qui l'ont construit. Hein. Donc, je crois que c'est important de le rappeler. Et je sais qu'il y a des infirmières, des médecins, du personnel médical qui sont formidables par rapport à ça. Mais la réalité fait que la peur, elle est encore active et elle va jusqu'à prendre des mesures complètement exagérées qui mettent la personne en face d'un sentiment d'être pestiféré, par exemple. Voilà. Je pense que c'est simplement le manque d'information qui provoque cette peur. C'est juste qu'ils ne sont pas au courant comme ils devraient. Mais les gens, ils veulent pas se remettre à jour aussi. Ils sont toujours à la phase des années 90 où voilà, c'était comme ça. Tout à fait. Et ils veulent pas se remettre à jour sur les traitements, des trithérapies, sur les évolutions. Mais afin de pouvoir se remettre à jour, il faudrait peut-être leur apporter les outils aussi qui les permettent de se mettre à jour. Donc effectivement, l'aide suisse contre le sida depuis le début de l'année à la campagne #undetectable qui parle de l'indétectabilité. Elle n'est adressée que sur la plateforme du Dr Gay, donc adressée qu'à la communauté HSH. C'est bien dommage. Effectivement, pour moi, en mon sens, on n'est pas dans une forme de déstigmatisation, même si c'est un outil merveilleux et qui nous a permis, nous, personnes séropositives aussi,
de commencer à avoir cette notion d'indétectabilité acquise au sein de notre communauté. On est de plus en plus en interaction avec des partenaires qui nous disent oui, mais t'es indétectable, qui ont commencé à avoir cette forme d'éducation-là. Mais si on prend l'exemple de AIDS, l'association française qui a sorti il y a 2 semaines en arrière leur campagne, la campagne est sur l'indétectabilité, mais elle est adressée à l'ensemble de la population. Ouais. Mais c'est Ça très a fait bien. polémique d'ailleurs, largement polémique. Elle a fait largement polémique, effectivement, mais en même temps, elle avait au moins l'avantage d'apporter aussi si un ça fait message. polémique, ça fait parler. Exactement. Et finalement, c'est quand même une histoire qui concerne tout le monde. Oui. Ça concerne tout le monde, le VIH. Donc, oui, tout à fait. Et c'est intéressant qu'on ait ce discours parce que on ne peut pas se passer de l'histoire. On peut pas se passer de l'histoire puisqu'elle est encore aujourd'hui active. Il faut simplement rappeler que dans les années 80, et je m'en souviens, moi mes amis mouraient autour de moi, le sida, je l'appelle comme ça, je ne parle pas du VIH parce qu'on parlait du sida. À l'époque. Il y avait ce qu'on appelle la règle des 4 H. Ça concernait les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens et les hémophiles. En dehors de ça, personne n'était touché. Évidemment, il y a eu le scandale des transfusions Alors là, en je suis un France, peu etc. sur le cul, hein, On s'est excusez-moi. rendu compte de ça, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, Jean-Marie Le Pen, pour le citer, parlait de sidaïque, parlait de sidatorium, nous ramenant comme ça à une histoire du XXe siècle qui est dramatique, et dont on connaît l'issue. On peut aussi parler donc concrètement de ce que vous proposez dans ce projet, les 2 axes. Il y a 2 axes précisément. Il y en a même plus ça. Il y en a Power plus. double. Il y en a 4. Il y en a 4. J'ai pas vu double. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça se passe dans ce groupe en vie. Ça marche. Ils font la répartition des axes. On va se répartir. Alors c'est parti, Eric en premier. Oui, alors je tiens encore une fois à dire que j'ai commencé ce groupe seul et puis que au fil de cette aventure, David s'est greffé sur ce groupe, est devenu mon collègue et puis qu'ensemble on passe du temps à le structurer, à penser, à essayer de répondre le plus possible aux envies, aux nôtres, mais aux envies des personnes évidemment qui fréquentent ce groupe. Alors il y a 4 axes effectivement, je parlerai du premier, et au début il n'y en avait qu'un, c'est par la suite, après l'arrivée de David, après la réflexion avec lui, que ça a débouché sur d'autres choses qui sont aussi indispensables. Alors le premier axe, c'était surtout l'occasion, c'était surtout le but de pouvoir réunir un groupe de personnes pour pouvoir parler des questions autour du VIH. À savoir que moi je suis aussi, j'ai d'autres casquettes, j'ai plein de casquettes, mais j'en ai une. Et quand je le dis, c'est pas du tout que j'avais l'intention de soigner, etc. C'est que je suis en train de devenir psychothérapeute. Et puis la parole, c'est un peu mon argument de vente. Et puis c'est surtout la ferme conviction que se parler, ça fait du bien, se parler crée du lien, ça rassure, ça donne de la sécurité et ça diminue les peurs, etc. Donc le but de premier que je m'étais fixé, c'était de pouvoir construire un groupe avec des personnes, alors encore une fois HSH ou trans, de manière à pouvoir leur permettre. D'ailleurs, c'était les premières réunions, j'avais à peu près rien à dire parce qu'il y avait un tellement grand besoin de pouvoir parler de sa vie avec le VIH. Je me souviens d'un participant qui avait déjà, en tout cas je crois 3 ou 4 ans de séropositivité, qui disait qu'il cachait encore ses boîtes de médicaments derrière des piles de draps dans une armoire. Un autre monsieur qui disait 22 ans que je suis séropositif, je n'en ai jamais parlé à personne. Donc il fallait que tout ça s'exprime, il fallait que tout ça puisse se dire et puisse être écouté, reçu par les autres participants de manière à pouvoir se dire je ne suis pas seul avec cette histoire. Si aujourd'hui j'ai fait ce bout de chemin tout seul comme j'ai pu et je m'en suis plutôt bien tiré, parce que je tiens à dire que les gens s'en tirent plutôt bien avec cette histoire et que du moment de l'annonce jusqu'à ce que ça m'amène à raconter ça aussi, c'est que tout au début un participant très
très récemment infecté, une histoire de quelques mois, renfermé, avec des difficultés à oser en parler, etc. Il y a une semaine, il était dans un bar à une table avec des clients à leur expliquer ce que c'était que la séropositivité. Et bien en vie, ça sert à ça. Ça sert à ouvrir cette question par les personnes qui y participent, ou celles qui le souhaitent, je tiens à le préciser, parce qu'on peut venir dans ce groupe, l'anonymat est garanti. Juste pour chercher... Comment ? Juste pour écouter, peut-être aussi. Juste pour écouter. La parole n'est pas obligatoire. On peut venir juste pour écouter. En général, la parole s'ouvre petit à petit, mais le but, ça n'est pas d'apparaître à l'extérieur du groupe. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent le faire, évidemment, elles le font. Et il y a un aspect à ça qui est un aspect, je dirais, réparateur. Je dis pas thérapeutique, je dis réparateur. C'est pas tout à fait la même chose, puisque thérapeutique, ça serait soigner, et réparateur, ça serait remettre les choses à leur juste place. Voilà, donc ce groupe, on se voit une fois par mois et il y a en général 5, 7, 8, 10 personnes parfois et on parle. Maintenant, depuis quelques mois, on aborde une thématique qui est proposée soit lors de la soirée, soit par mail. On me propose ces thématiques, je les liste et on les choisit tous ensemble. Très important à dire aussi, c'est un groupe qui fonctionne sur le principe de la participativité. Alors justement, pour de nouveau changer ce paradigme, il y a des professionnels de la santé qui savent exactement de quoi vous avez besoin. Eh bien non, ça n'est pas vrai. C'est les personnes elles-mêmes qui disent quels sont leurs besoins, qui les expriment et qu'on essaie de regarder, de déplier ensemble. Voilà à quoi se sert cet espace. Moi, je me pose une question depuis le début de l'émission. Dans ce groupe de parole, est-ce qu'il y a aussi des femmes homosexuelles qui viendraient ? Ce serait possible. Alors moi je maîtrise pas du tout les chiffres, mais ce que je sais c'est que en termes d'infection, il y a vraiment peu rare, de femmes qui sont concernées. Ouais. Mais est-ce que ces femmes auraient leur place dans ce genre de groupe ? Est-ce qu'elles pourraient venir ? Toute personne vivant avec le VIH a sa place dans ce groupe. Voilà. Merci. En tant que secrétaire de l'association pour la diversité sexuelle et de genre, je pars du principe que l'hétérosexualité fait partie également de la diversité sexuelle. Voilà. Donc que ce soit une femme, que ce soit un homme homosexuel, un homme bi, une personne trans, que ce soit hétéro, que ce soit la seule exigence que nous avons pour intégrer en vie, c'est de vivre avec le VIH. Voilà. C'est la seule. Alors ça, c'était le premier axe. C'était le premier axe. Et puis maintenant, je vais passer la parole à David pour qui va parler du deuxième axe. Voilà, donc un deuxième axe qui est né suite à une immense colère, une soirée bien particulière. Début avril, SIDAction en France sort une campagne stigmatisante afin de récolter des fonds dans la lutte contre le sida, où il montrait une femme couchée dans son lit. Léa, ça fait 3 ans que je travaille avec elle. J'aimerais me dire que c'est une grosse feignasse et qu'elle arrive pas, donc c'est une grosse feignasse, mais en fait, avec sa maladie, elle a même plus le courage de sortir du lit. Avec le sida, la vie est beaucoup plus difficile. Donner de la thune. Ouais. Et ça a été une colère monumentale par rapport à ça, parce que une fois de plus, invisibilisé depuis 20 ans avec l'arrivée des trithérapies, maintenant on est en train d'utiliser, c'était une manière d'utiliser les personnes séropositives pour amener de la pitié afin que les gens versent de l'argent, en apportant en plus une information qui, en mon sens, n'est pas une réalité. Je veux pas faire des généralités, je veux pas non plus faire de l'angélisme. Il y a des personnes qui ont effectivement des effets secondaires, qui peuvent vivre avec un peu plus de complications leur prise de traitement, mais dans la grande majorité des situations que je connais, tout le monde le vit totalement normalement. Donc, suite à cette grande colère, en fait, il a été un petit peu décidé que, quelque part, que l'on ait eu la possibilité de prendre la parole entre nous était une chose. Il me semblait indispensable que reprendre la parole dans la thématique et d'apporter notre vision et expertise de personnes vivant avec me semblait absolument indispensable. Parce qu'une fois de plus, quand vous avez... Excusez-moi, un Grégory Lojean qui vient taper sur les personnes homosexuelles. Vous avez des associations qui montent aux barricades. Quand SIDAction sort des spots publicitaires dépassés comme celui-ci, il n'y a personne qui n'a bougé le petit doigt pour remettre en question cette campagne publicitaire. Et le souhait, en fait, de ce deuxième axe, qui est une rencontre mensuelle également en dehors du groupe de parole, qui est un groupe de communication.
Ce qui veut dire que sur la base d'articles, la base de campagnes publicitaires, sur la base de témoignages également, la base d'actions de visibilité comme celle que nous venons de faire ce week-end dans les établissements LGBT, hein, nous essayons justement de faire preuve de visibilité d'une part, mais également de venir expliquer la réalité de vie au quotidien avec le VIH. En tout cas, ce que moi j'appelle la version 2.0. Celle d'après 1996. Bah ça c'est intéressant parce qu'en effet, il faut pas uniquement rester enfermé sur soi, il faut aussi aller à l'extérieur et informer. Donc ça c'est extrêmement intéressant comme axe aussi. Et généralement, je me rends compte que lorsqu'on fait un témoignage en jeu, il est souvent bien plus entendu. Ouais. C'est important de témoigner justement. Pour moi, c'est indispensable. Ouais. J'aimerais poser une question par rapport justement au témoignage et puis au groupe Envie. Donc une personne qui ne vit pas avec le VIH ne peut pas intégrer le groupe ? Non. Est-ce que c'est pas côté contradictoire ou c'est de nouveau stigmatisant ou vous mettez que d'un côté sans... Alors je vais peut-être t'expliquer, à savoir que pour une personne séropositive, le fait de faire le pas et de venir dans le groupe Envie, c'est se confronter à d'autres personnes séropositives, mais se confronter aussi à des personnes que l'on peut potentiellement connaître. C'est un frein. À savoir d'anonymat en fait. À savoir que c'est voilà exactement. À savoir que même entre nous, il n'est pas facile non plus de faire preuve de visibilité, même au sein d'un groupe comme celui-ci, parce que potentiellement autour de la table, effectivement, il y a des personnes séropositives, mais il peut avoir des amis, des collègues de travail, voire même la personne qui vous a infecté. Moi, c'est toujours ce que je me dis avant d'arriver à une rencontre d'Envie, c'est de me dire et si j'ouvre la porte et il était là. Ouais. Comment je vais réagir? Parce que potentiellement, peut-être qu'un jour, comment il fera tu réagirais? Ça doit être tellement difficile. Je pars du principe qu'il a sa place tout autant que la mienne là, et dans la mesure où j'ai jamais eu de colère contre lui, j'ai eu de la colère contre moi par rapport à la situation. Parce que il m'a pas mis un couteau sous la gorge en me disant on va avoir un rapport non protégé. Donc je suis responsable de ma propre prévention. Oui, mais sachant. Mais devoir entendre son expérience et son parcours de vie, tout en sachant que je suis dans son expérience et son parcours de vie, je ne sais pas. Je sais pas comment je gérerai. Mais c'est effectivement potentiellement aussi des freins qui peuvent être amenés. À savoir que c'est pas nécessairement facile, encore aujourd'hui, de se retrouver dans une pièce, même entouré par des pairs. Et je pense qu'il y a des personnes homosexuelles valaisannes pour qui venir à alpaguer et venir faire et se retrouver entre pairs pour parler de son orientation sexuelle, ça doit aussi être difficile. Alors après, c'est encore un pas supplémentaire. Alors, je pense que l'incidence et les risques de rejet, de stigmatisation sont quand même... Enfin, quelque part, moi, souvent, j'ai l'impression d'être une personne homosexuelle à la fin des années 60. Comprenez bien que pour intégrer Envie, vous devez passer un entretien préalable ou être invité par un membre déjà présent dans le groupe. L'heure, le lieu, le rendez-vous. Alors déjà, le lieu est hors des locaux associatifs, que ce soit du Checkpoint ou que ce soit de Voguer. Les heures et les dates et les heures ne sont connues que par les participants. Ok. Juste un tout petit peu l'impression qu'on est dans un Stonewall, nous aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quelque part. C'est comme si Alpaguet devait envoyer une mailing list pour annoncer la date, le lieu et les heures de rendez-vous pour que les personnes homosexuelles puissent se rencontrer sur le Valais. Ça peut paraître absurde quand on est aujourd'hui en 2016. Nous, personnes séropositives, on en est à ce niveau-là. Parce que justement, il n'y aurait pas une gêne si justement c'est ouvert à tout le monde. Que des personnes qui ne sont pas forcément directement concernées par ça risquent de peut-être mettre mal à l'aise la discussion, empêcher la discussion par rapport à des gens qui se sentiraient mal à l'aise. Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais juste faire un petit supplément d'infos par rapport à tout à l'heure. J'ai omis de dire quelque chose d'important par rapport à la naissance, à la construction de ce groupe. Je n'étais pas seul, j'étais avec un collègue que je salue d'ailleurs, je pense qu'il va nous écouter, qui s'appelle Florent. Voilà. Donc on était tous les deux. Moi j'animais, lui prenait les PV, etc. Il travaillait beaucoup sur la structuration, puis on travaillait tous les deux comme je travaille avec David. Voilà pour Florent. Et puis par rapport à ces différences de statut pour la fréquentation du groupe, par exemple, il y a la question du couple qui se pose. La question du couple, c'est différent. Du partenaire, exactement. Et pour l'instant, depuis que ce groupe existe, nous n'avons pas encore intégré ces partenaires séro-négatifs. Mais il se trouve que en ce moment, j'ai justement une situation, et je peux tout à fait en parler, on a déjà un petit peu abordé ce sujet avec David, j'ai une situation
réflexion où j'ai donné un résultat réactif il y a 2 semaines et le partenaire était avec et finalement je m'aperçois en les voyant, en les rencontrant, en parlant avec eux que la difficulté est vécue de manière, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais ça je le dis en termes d'angoisse, en termes de peur, en termes de mal-être, etc., par le partenaire qui n'est pas directement concerné par le VIH. Et se pose la question maintenant au sein du groupe Envie, est-ce que la souffrance, cette souffrance partagée, dont le responsable est le VIH, est-ce que nous ne pourrions pas étendre nos préoccupations, notre attention aux personnes qui ne sont pas infectées, mais qui sont aussi en souffrance, comme le partenaire. Après, ça pose des questions autour de la sexualité, des pratiques sexuelles, avec ou sans préservatif, on en a parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'aborder dans le groupe. Et maintenant, on est dans cette réflexion-là avec David, par rapport à l'accueil de personnes, de couples séro-différents. Ok, on peut continuer sur les axes suivants, donc les 2 axes. Alors l'axe suivant, c'est le 3e, que je me souvienne bien, c'est s'informer. Le premier, c'était échanger, partager, groupe de parole, communiquer, dire à l'extérieur de quoi il s'agit en fait, et en rétablissant la vérité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et le 3e aspect, c'est cet aspect s'informer, c'est-à-dire on se donne pour objectif de pouvoir informer les personnes concernées qui viennent dans le groupe Envie sur les avancées, par exemple en matière scientifique par rapport au VIH, sur les avancées des traitements, sur les avancées de recherche de vaccins, mais ça peut être des sujets complètement différents. Ça pourrait être la nutrition, ça pourrait être, je ne sais pas, on peut inviter toute personne dans ce groupe à venir nous donner des informations sur, ça peut être l'aspect juridique par exemple de la séropositivité. J'ai appris ma séropositivité, je vais faire un emprunt pour construire une maison, comment ça marche, est-ce qu'on a le droit de me demander si je suis séropositif, et est-ce que ça pourrait être un frein à l'accord du crédit, par exemple. Ça peut être des situations, des questions. Ça vous paraît aberrant, mais c'est quand même. C'est des questions qui se posent. C'est quand même des questions qui se posent. Ouais, et je dirais de manière directe ou indirecte. On va pas vous demander dans un questionnaire si vous remplissez une demande de crédit, si vous êtes séropositif ou pas. On va vous demander si vous souffrez d'une maladie chronique ou pas. Et du coup, si vous dites oui, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais j'imagine qu'on va se renseigner si cette maladie a une létalité proche. Du coup, ça pourrait tout à fait compromettre votre désir de construire une maison, etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est la partie s'informer. Et le dernier axe. Alors le dernier axe, c'est l'axe se distraire. Parce qu'à savoir que donc, oui, parce qu'à savoir qu'effectivement pendant ces soirées groupes de partage, on partage sur des thématiques. Il y a des discussions qui sont d'une certaine profondeur, il y a des échanges par rapport à tout ça. Et on a souhaité en fait créer aussi un espace un peu plus récréatif, c'est-à-dire d'effectuer des sorties, que ce soit des balades, des sorties culturelles ou sorties sportives, afin de pouvoir créer du lien entre nous. Penser à autre chose aussi une fois. Penser à autre chose, mais également aussi être hors de ce groupe de travail et d'avoir la possibilité dans un autre cadre, un autre décor. Comme je le disais en m'amusant, nous avons fait une sortie au Creux du Vent au mois de juillet qui faisait partie justement de cet axe 4 qui était le lancement de l'axe 4 se distraire. Donc Creux du Vent, un brouillard pas possible. On est resté dans l'auberge à côté. Au bout de la 4e absinthe, je dois dire, les discussions, et je pense que c'est amusant parce que moi j'aime souvent le dire, c'est que au bout de la 4e absinthe, c'était quand même au mois de juillet, c'est la première fois qu'on a abordé la thématique de la sexualité entre nous. On a pu un petit peu se lâcher, on a pu un petit peu plaisanter, mettre du 2e degré aussi là-dessus, mais également pouvoir simplement échanger sur nos peurs liées à tout ceci. C'est aussi découvrir les personnes sous un autre angle. Complètement. Ouais. Dans un autre contexte, Dans un autre contexte. De plus voir la personne malade, entre parenthèses, mais la personne telle qu'elle est, humaine. Exactement. Puis à savoir de créer des liens dans l'absolu. Il y a des participants du groupe Envie que je vois effectivement une fois par mois dans le groupe de parole.
puis avec qui je les vois en dehors, on va se faire des lunchs, on se fait des soupers parmi. C'est aussi la possibilité justement de pouvoir créer une sorte de réseau entre nous et d'avoir justement la possibilité de nouveau et d'être des figures d'identification positive les uns envers les autres, mais également quand on a un gros coup de blues ou quand on a besoin d'en discuter. D'avoir la possibilité de discuter avec quelqu'un qui va comprendre parce qu'il a plus ou moins le même parcours de vie que vous et qu'il y a certaines parce que oui, bien sûr, oui, on peut faire preuve de visibilité. Moi, j'ai également aussi des soirs où je suis dans le doute complet et qu'effectivement, un participant d'Envie en particulier est devenu presque un psychothérapeute, je dirais, parce qu'avec lui, je peux parler de toutes ces craintes, de la manière dont mes schémas de pensée sont posés autour de ce virus. Et effectivement, c'est avec une personne concernée que j'arrive à avoir ces échanges-là. En fait, ça fonctionne un peu, je m'excuse si c'est pas forcément le bon exemple, mais un peu comme les alcooliques anonymes. Vous vous retrouvez, vous pouvez échanger et puis avoir un parrain si vraiment vous avez besoin d'aide ou... Alors, à savoir c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais moi, ça me fait penser un peu à ça. Mais est-ce que ça peut fonctionner d'une certaine manière? Alors, il n'y a pas la prière, il n'y a pas tout le rituel non, ça, d'accord. autour de... Et puis ce qu'il y a, c'est que dans les alcooliques anonymes, une personne peut être invitée. Mais ce que je vois de parallèle avec les AA, c'est surtout cette question de lien, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir manifester ses affects pour une personne. Ça fonctionne, que ça s'appelle AA ou Envie ou d'autres. Mais je reviens sur cet aspect se distraire, cet aspect de sortie. Et je trouvais ça, d'ailleurs, c'était un soir où il n'y avait que 2 personnes. Je devrais dire, il y avait 2 personnes, c'est déjà extraordinaire, mais ce soir-là, je le vivais comme tiens, il y a que 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé, et ces personnes sont d'origine d'un continent lointain où justement se distraire et vivre ensemble, c'est super important. Et moi, j'étais arrivé avec une présentation de ces axes, et cet axe s'est rajouté sur leur proposition, c'est-à-dire mais on oublie l'essentiel, c'est de se distraire. Et je trouvais ça assez génial, donc évidemment je l'ai rajouté. Et dans ces sorties qui ont lieu, c'est là que effectivement David l'a dit, on a parlé de sexualité, vraiment, on adore parler de cul, tout le monde le sait, c'est un vrai bonheur, mais c'était une manière aussi de se réapproprier le désir. C'était aussi une manière de parler de cela avec légèreté, dans un espace un peu moins conventionnel que peut représenter cet espace de réunion. Voilà, donc c'était vraiment très très important. Voilà, alors pour ces axes, on peut vite rappeler, parce que le temps passe, je suis désolé, rappeler donc les adresses, contacts et possibilités peut-être pour des personnes qui sont intéressées d'avoir des informations. Alors tout à fait, toutes les informations sont disponibles sur le site www.voguet.ch/envie, ENVIH. Retrouvez également toutes les informations sur notre page Facebook qui vient de voir naissance et qui permettra justement de relayer toutes nos actions de visibilité, nos témoignages, et qui contient les données pour nous contacter. Si vous êtes une personne concernée, que vous souhaitez participer à nos différentes rencontres, nous vous invitons directement à prendre contact à l'aide des différents outils sur Internet. Voilà. Peut-être juste rajouter encore une chose importante, c'est que au départ, c'était moi qui me proposais pour recevoir les personnes, avoir un petit entretien comme ça autour d'un café informel et évaluer avec la personne si elle avait envie de participer à ce groupe ou pas. Et il se trouve que je ne suis pas séropositif, c'est comme ça, j'aurais pu l'être, mais je ne le suis pas. Et il y a aussi la possibilité qui est proposée de rencontrer une personne qui vit avec le VIH plutôt que moi. Donc ça, c'est bien spécifié sur le flyer et sur les informations que vous trouverez. Donc de toute façon, si vous passez par moi, je proposerai cette solution de rencontrer. Toi, t'as pas ta place aux réunions alors. Comment? T'as pas ta place aux réunions alors. C'est différent là, c'est différent. C'est différent. C'est totalement différent. Mais c'est une bonne question, c'est une bonne question. Et puis peut-être que dans le temps, dans le futur, on se passera de moi et ça sera très bien. Ça me va tout à fait. Chromosome X sur Vibration Gay Radio.